Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre sur les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux techniques qui permettent de déterminer la séquence de molécules d'ADN, autrement dit les techniques de séquençage de l'ADN. Il existe trois grands types de techniques de séquençage de l'ADN, et seul le principe qu'on appelle la méthode de Sanger est au programme de BCPST. C'est la première technique qui est historique, qui a été développée en 1977 par M. Sanger, justement. Donc, voyons voir comment ça fonctionne. Alors, l'objectif, c'est de déterminer la séquence d'une molécule d'ADN qui est simple brin. Je vais prendre comme exemple cette séquence-là. Imaginons qu'on cherche à déterminer que c'est GCTT dans ce sens de lecture. Alors pour ceci déjà, il faut savoir que cette séquence, on doit l'avoir de très nombreuses fois, un millier de fois, un milliard de fois à peu près. Donc il faut qu'elle soit clonée, cette séquence. Elle est représentée ici plein de fois. Et il faut aussi, en amont, par des chimistes, mais c'est très simple à faire en fait, lui greffer une séquence qui est connue, que moi j'ai représentée en grisé ici. Par exemple, on va lui greffer AACA. Donc ça, je l'ai plein de fois. Et donc sur ce matériel de méthode, sur ce matériel de départ, pardon, je vais pouvoir faire la technique de séquençage. Alors quel est le principe? Ce qui ici est représenté là. On va donc mettre une amorce qui va venir s'hybrider ici. Donc l'amorce sera TTGT, elle est ici. Et on va mettre de l'ADN polymérase et on va mettre des désoxyribonucléotides. Donc l'ADN polymérase, elle va venir ici, elle va mettre un C, puis un G, puis un A, etc., etc., jusqu'au bout. Alors si on fait que ça, c'est un petit peu limité. Effectivement, on va faire comme quand on fait une PCR. Le but, c'est de séquencer ici. Donc en plus, dans le milieu, on va rajouter des didésoxyribonucléotides. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la même chose que ça, mais par contre ils ont un H en 3'. C'est très important, ça veut dire qu'une fois que eux ils sont incorporés, imaginons que par exemple ici c'est un C qui est incorporé mais qui est celui-ci avec un H ici, et bien la polymérase elle ne peut pas en mettre un autre à la suite. Pourquoi? Parce que la polymérase, on l'a vu en biochimie, elle fait des liaisons phosphodiester, donc elle prend des désoxyribonucléotides et elle les greffe via le phosphate sur le OH. Si à la place d'un OH il y a un H, elle ne peut pas le faire. Du coup, elle est bloquée, elle en met un et puis elle ne peut plus mettre les autres. Alors voyons ce qui va se passer du coup si on met donc plein de DNTP qui sont non marqués, c'est ceux qui sont bleus, et quelques DDNTP qui n'ont pas de H, qui eux sont marqués de couleurs différentes et il y en a peu dans le milieu. Par exemple, les C sont marqués en rose, les A sont marqués en violet, etc. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer toutes les possibilités. Imaginons par exemple que j'ai mis mon amorce, j'ai mis ma polymérase, la polymérase elle avance, elle avance. En face du G, elle va choisir par exemple le C qui est ici, elle le met, et là, complètement bloqué. Elle s'arrête, elle ne peut plus faire. Ça c'est un exemple. Elle peut aussi, il y a quand même plus de chances qu'elle prenne un C qui est en marqué, qu'elle met là, et après elle va mettre un G du coup, imaginons qu'elle prenne celui-ci, elle met un G, elle est totalement bloquée. Je vous rappelle que ceux qui sont colorés, qui ne sont pas bleus, ce sont ceux qui n'ont pas de H en 3'. Sur un autre fragment, elle va prendre le C qui est ici, elle va prendre le G qui est ici, et en face du T, elle va prendre un A, par exemple, elle est celui-ci, hop, elle le met. Et là, elle est bloquée. Bon, je fais ça plein de fois. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Eh bien, j'obtiens donc plein de possibilités. Donc, j'obtiens par exemple celui-ci qui fait 1, 2, 3, 4, 5 et qui se termine par un C marqué. J'obtiens lui qui fait 6 et qui se termine par un G marqué en vert. Celui-ci fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il se termine par un violet, etc. jusqu'au bout. Donc finalement, les molécules que j'obtiens sont des molécules de taille différentes les unes par rapport aux autres de 1 nucléotide. Alors toutes ces molécules qui sont ici, je vais les déshybrider avec de la chaleur pour récupérer que des molécules simples brins. Et donc j'aurai donc des molécules qui font 5 qui sont marquées par le rose, des molécules qui font 6 qui sont marquées par le vert, etc. J'aurai aussi ces molécules simples brins ici, mais qui ne sont pas marquées. Donc finalement, je ne les verrai pas. Donc à la fin, j'obtiens donc plein de molécules qui sont différentes les unes des autres de 1 nucléotide. Et ces molécules qui sont ici, je vais les faire migrer sur un petit tube capillaire, ça s'appelle. Et donc elles vont migrer, c'est comme une électrophérèse en miniature, et donc les plus petits, ils vont aller plus vite que celui-ci, qui vont aller plus vite que ceux-là, qui vont aller plus vite que ceux-là. Et donc, à un endroit donné de mon tube, je vais en fait regarder s'il y a de la couleur qui passe. Ce qui va se passer, c'est que lui, qui migre vite, il va migrer, et par exemple, on n'a qu'à dire qu'au bout de 10 secondes, hop, il passe ici. Et donc, moi, je vais regarder en fait la couleur, et je vais voir que c'est la couleur qui est rose. Ça va me mettre un pic rose. Puis ensuite, il passe, donc ça y est, il est passé, maintenant il est en bas. Et puis après, le deuxième qui passe, c'est lui là qui est en vert. Lui, il passe, on n'a qu'à dire à, je sais pas, 12 secondes. J'invente les temps. Il passe, et là, ça me met un pic. Là, c'est le déroulement du temps, en fait.
Puis après, celui qui va passer, c'est celui-ci. Hein, c'est le A qui est en violet. Donc là, je vais avoir un pic A en violet. Puis après, ce sera encore un A, hein, puisque les molécules sont de plus en plus grosses comme ceci. Et donc, elles passent les unes à la suite des autres. Et donc, moi, en lisant les couleurs qui sont passées, je peux dire, ah là, c'est une molécule qui se terminait par C, puis là qui se terminait par G, puis là qui se terminait par A, puis là qui se terminait par A, etc. Et donc je peux remonter, sachant qu'en face d'un C, j'avais un G, en face d'un G, j'avais un C, je peux remonter à ça. Donc le C il s'était mis là, le G il s'était mis là, le A il s'était mis ici, le A il s'était mis ici, hein, je parle de ce qui est ici, et donc je peux remonter à ma séquence. Donc c'est ça le principe de la méthode de Sanger, c'est donc regarder les molécules qui passent une à une, qui sont séparées de un nucléotide, la couleur qu'elles ont, ça me dit quel est le nucléotide qui n'avait pas de OH, qui a été incorporé en fin de chaîne. Alors cette technique, elle est donc ancienne, elle permet de voir des molécules qui font de 1 à 800 nucléotides, hein, parce qu'après, au bout de 800, c'est vrai qu'une molécule qui fait 801 ou qui fait 802, elles sont tellement proches quand elles migrent que les pics de couleurs vont se superposer, on n'arrivera pas bien à les distinguer. Cette technique, elle est ancienne, elle est lente, c'est vrai. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utilisée. Non, non, elle est tout à fait utilisée quand on veut séquencer à petite échelle des fragments unitaires, hein, comme le fragment ici que j'avais représenté dans mon exemple. Alors, à partir de 2007, ont été développés des séquençages par des séquenceurs de seconde génération. Hein. Donc ça, c'est Next Generation, et puis le S de séquence. Alors ici, c'est pas un programme, hein, donc j'en parle quand même un petit peu. Le but, c'est pas de déterminer une séquence en particulier, c'est de déterminer la séquence d'un génome complet. Donc c'est pas finalement pour la même utilité, mais c'est celle qu'on utilise quand on a séquencé le génome humain, le génome de levure, le génome de tout ce qu'on séquence en ce moment. Alors quel est le principe? Le principe, il est un petit peu différent, au moins au début. Le principe déjà, c'est de fragmenter le génome en plein de petits morceaux de 200 paires de bases. Donc vous imaginez le génome humain qui fait 10 exposants 9, vous le saucissonnez en plein de petits morceaux qui font à peu près 200. Ces petits morceaux ensuite, on les prend, on les rend simples brins et on va les fixer donc sur une plaque, dont vous verrez l'échelle tout à l'heure. Alors on les fixe, alors le principe de pourquoi ça se fixe, tout ça, je vais vous renvoyer à un film qui est super bien expliqué sur ce type de séquençage que vous avez donc dans la description de la vidéo. Là ça m'intéresse pas, hein, l'aspect technique pas trop, moi c'est juste le principe qui m'intéresse. Donc on va admettre que ces petits morceaux peuvent se fixer. Par exemple, il y a un petit morceau qui va se fixer à cet endroit de la plaque, un autre morceau va se fixer ici. On dilue de telle sorte qu'ils ne se fixent pas trop proches les uns des autres. Une fois qu'ils se sont fixés, ces deux fragments, sur tous les fragments que j'ai, je les amplifie sur place. Là aussi, l'aspect technique, je passe, hein, on va admettre qu'on sait faire, et on les clone, donc sur place, et on obtient à peu près 1000 molécules d'ADN identiques à un même endroit. Donc ici, cette molécule, je l'ai eu 1000 fois, cette molécule, là, je l'ai eu 1000 fois. Et donc ensuite, là, je vais pouvoir faire mon séquençage à cet endroit-là et à cet endroit-là et à tous les autres endroits où il y a eu une hybridation de mes fragments qui faisaient 200 paires de bases. Alors là, le séquençage, il va utiliser quelque chose qui est proche de ce qu'on a fait avec Sanger. Ça veut dire qu'on va mettre dans le milieu, donc ceci, qui n'a pas de OH. En fait, il y a bien un OH, mais il est bloqué, c'est comme s'il n'était pas là. Et on va mettre une couleur associée à chaque nucléotide. Alors imaginons qu'un endroit s'est fixé donc sur ma plaque. Alors la plaque, c'est tout ça. Ça, c'est toute la plaque. Et je zoome à cet endroit-là. Et je rezoome à cet endroit-là. Et donc, chaque point, c'est un endroit où j'ai mon cluster d'à peu près 1000 nucléotides identiques. 1000 fragments d'ADN identiques. Imaginons qu'à cet endroit qui est ici, j'ai ce morceau. Imaginons qu'à cet endroit qui est là, j'ai ce morceau. Et qu'à cet endroit qui est là, j'ai ce morceau. Chaque fois, 1000 fois. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais envoyer, on a qu'à dire qu'on est ici, je vais envoyer donc des nucléotides qui sont sous cette forme-là, qui sont chacun marqués par une couleur. Par exemple, les A sont marqués en vert, les T sont marqués en jaune, les G sont marqués en rouge. Donc j'envoie tout en même temps. Qu'est-ce qui va se passer avec la polymérase? Donc la polymérase, à cet endroit-là, il y a un T, donc elle va mettre le A, et puis elle s'arrête parce que c'est bloqué. Là, elle va mettre le T, et puis là, elle va mettre le G, puisqu'il y a un C. Et c'est bloqué. Et là, je prends une photo. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai, à cet endroit-là, donc un petit point vert, à cet endroit-là, un petit point jaune, à cet endroit-là, un petit point rouge. Une fois que j'ai fait ça, je lave, tout ce qui s'est pas fixé, je l'enlève. Je libère, parce qu'on sait faire, libérer le petit OH qui devient maintenant libre. Donc là, j'ai un petit OH qui est libre, là aussi, là aussi. Et puis,
je coupe la couleur. Du coup, la couleur s'en va, il n'y a plus du tout de couleur. Et je refais le truc. Je fais un wash and scan, ça s'appelle. Donc je lave et je refais la même chose. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Donc les A, ils vont se balader, ils vont venir se coller ici, en face du T. Le C qui se balade, qui est bleu, il va venir ici, en face du G. Et puis le T jaune, il va venir ici. Et là, je reprends une photo. Du coup, je n'aurai pas les mêmes couleurs. Hein. J'aurai d'autres couleurs au même endroit, quoi. Et puis je débloque, et puis j'enlève la couleur, et je refais ça. Donc je fais ça plein de fois, plein de cycles en fait. Et donc ce que j'obtiens, bah, c'est ce style-là. Donc ça, c'est une toute petite portion de l'âme là, qui vous est représentée. Et à un endroit donné, on n'a qu'à dire, allez par exemple, on n'a qu'à dire ce petit endroit ici, là, où il y a un petit point ici, et ben je peux zoomer dessus, et je vois que bah, par exemple ici, quand j'ai pris la photo à T1, bah, j'ai eu du vert, ça veut dire qu'il y a un T qui s'est mis. J'ai lavé, j'ai pris la photo à T2, et ben j'ai eu du bleu, ça veut dire que c'est un G qui s'est mis dans mon code, hein, parce que moi je connais les couleurs bien sûr, puis j'ai lavé, puis après bien un petit rouge qui s'est mis, donc c'est un C, etc. Et donc en regardant la succession des couleurs au cours du temps, et ben j'ai accès à ma séquence à cet endroit-là. Ça c'est les nucléotides qui se sont mis en face de ma séquence que j'ai 1000 fois, ça me permet d'avoir un signal qui est bien visible. Si j'avais qu'une seule molécule, le signal il serait trop petit pour être bien visible. Ça c'est pour le petit morceau ici. Et à côté, ben, j'ai fait un séquençage aussi. Puis à côté, j'ai fait un séquençage. Donc j'ai séquencé tout ce qui est là. Donc ça me permet d'avoir accès donc, en tout point à la séquence ben, d'une molécule en prenant des photos successives. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Bon, jusqu'à 200 fois, hein, si j'ai 200 nucléotides à séquencer. Quoi. Donc grâce à ça, j'ai séquencé en même temps plein de fragments. Alors la technique n'est pas tout à fait terminée puisque j'ai séquencé tous mes fragments, mais je ne peux pas à ce stade savoir dans quel ordre il faut les rabooter pour avoir la séquence du génome en entier. Alors comment on va gérer ceci? De la façon suivante. Imaginons donc que mon génome que je dois séquencer est ici, je l'ai coupé en petits morceaux, et donc j'ai séquencé tous ces petits morceaux un à un. On n'a qu'à dire par exemple le morceau qui est ici, je l'ai séquencé, voici sa séquence. Et bien si je refais la même chose sur le même génome en coupant aléatoirement et du coup à d'autres endroits puisque c'est aléatoire, et ben je vais donc par exemple séquencer ce petit morceau, puis celui-ci, on n'a qu'à dire que celui-ci sa séquence c'est ça. Et donc je vois que je peux faire des rapprochements. Par exemple ici là c'était GTTCA et puis là à cet endroit-là c'était aussi GTTCA. Et donc je peux dire ah, bah ça veut dire que ici, c'est le même fragment. Hein, et donc je peux les rabooter. Du coup, ce fragment-là et ce fragment-là, bah, je peux dire finalement, je peux les rabooter ici. Et donc, je peux dire qu'ils sont contigus. Hein, et donc, en faisant comme ça de proche en proche, alors là, c'est pour expliquer, hein, mais GGTCA, c'est pas assez long, hein, c'est pas du tout assez long sur l'ensemble du génome. Hein. Il y a plein d'endroits qui s'appellent GTTCA. Hein. Mais en faisant ça, donc c'est juste le principe qui est expliqué ici. Donc je peux rabooter et dire, bah là c'est le fragment N, puis après c'est le fragment N plus 1, puis après c'est le fragment N plus 2, etc. Et donc, sous réserve qu'il n'y ait pas de séquence répétée, auquel cas, ben, on sent que théoriquement ça va être difficile de faire ce que je fais ici, et ben je peux donc déterminer l'ordre des différents fragments. Donc cette technique, ce type de technique de seconde génération, c'est très intéressant pour séquencer des génomes en entier. Et pour vous donner une idée, c'est à peu près 10 exposant 8 nucléotides par heure. Ça veut dire que c'est à peu près 1000 fois plus rapide que la méthode de Sanger. Et en plus, c'est moins coûteux. Troisième type de séquençage, c'est le séquençage par les séquenceurs de troisième génération. Troisième, c'est le T ici. Alors ce type de méthode est apparu dans les années 2014 hein, et il est de plus en plus perfectionné. Alors là, le principe, il est vraiment différent. Le principe, c'est qu'ici, on n'a pas besoin déjà d'avoir le fragment en plusieurs quantités. Là, on a besoin d'une molécule d'ADN unitaire, une seule. C'est très particulier. Alors ça va être quoi le principe? Donc cette molécule d'ADN, elle est ici. Le principe, c'est qu'on va la faire passer dans un canal, hein, dans un canal qui est au sein d'une membrane biologique. Et l'idée, c'est que dans ce canal, donc, il y a des ions qui passent. Et donc, il y a un courant. On va mesurer le courant. Alors, s'il n'y a que les ions Na+, Cl, tout ça qui passe, ça va nous faire un certain courant. Et s'il y a d'autres choses qui passent en même temps, par exemple une base A, eh ben, ça va perturber ce courant. Et en fait, selon la base qui passe dans le courant, dans le canal, pardon, le courant, il est perturbé d'une façon différente. Alors il est par exemple faiblement perturbé quand c'est un C, il est beaucoup perturbé quand c'est un T, un petit peu moins quand c'est un A et beaucoup quand c'est un G. Et donc
cette molécule d'ADN, en fait, on va la faire passer dans le canal. Et donc, c'est le jaune qui va passer, puis le vert, puis le rouge, puis le bleu. Et en passant, on va mesurer le courant. Et le courant, donc, il est perturbé et on peut du coup remonter au nucléotide qui est passé à travers. Et ça se fait sur des toutes petites plaques qu'on peut même mettre sous forme de petites clés USB. Et ce qui est super intéressant, c'est que on peut séquencer comme ça des molécules qui sont énormes, jusqu'à 10 exposant 5 nucléotides, bien plus grands que les 200 ou que les 800 précédemment. Et donc ça permet même de séquencer des grosses portions du génome, par exemple humain, avec des séquences répétées. Et du coup, ça va permettre du coup quand les séquences sont répétées, de pouvoir rabouter les petits morceaux qu'on avait vus lors des séquenceurs de seconde génération. Par contre, la précision, elle est plus petite. Elle est plus faible, la précision, que ce qu'on a pu voir dans les séquenceurs précédents, notamment le séquençage de Sanger. Là, je vous ai présenté le principe général, très simplifié. Il faut savoir que je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien sur un film qui est super bien fait, qui vous explique bien plus précisément que ce que j'ai fait ici, comment ceci fonctionne, et on a l'aspect visuel. Bon, finalement, on voit que les techniques de séquençage se sont fortement développées ces dernières années. Alors sur ce petit graphique ici, alors qui s'arrête en 2015, mais peu importe, ce qui compte c'est l'idée, on voit que le nombre de génomes, alors juste humain, a fortement explosé. Là, c'est une échelle logarithmique ici. Donc on voit qu'on est à plus de 10 millions de génomes humains séquencés, et que le coût pour séquencer un génome humain a fortement baissé. Puisqu'en 2004, quand le génome humain a été publié, séquencé, il a fallu une quinzaine d'années. Ça a coûté, vous avez vu, de l'ordre de 10 000 millions de dollars. Et que maintenant, pour séquencer un génome humain, il faut à peu près 48 heures et ça coûte juste 100 euros. Ça donne un petit peu une idée.